Installez-vous, Dany. Bonjour. Alors avec vous, Dany, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur et d'analyser de façon un peu plus fine toutes ces lames de fond qu'on a évoquées depuis tout à l'heure, qui sont en train de bouleverser la vie des entreprises. Et quand on dit la vie des entreprises, c'est chaque rouage de l'entreprise. Et c'est ça, la première caractéristique de cette révolution numérique, c'est qu'elle touche finalement chaque poste, du technicien de maintenance au directeur général, de la R&D au management, en passant par le back-office. C'est vraiment ça, finalement. Tout à fait. En fait, c'est un mouvement de fond qui adresse toutes les entreprises, que ce soit des entreprises de production manufacturière ou des sociétés de services, touche toutes ces fonctions, de ces fonctions de management, ces fonctions d'exécution et de production. Vous parlez effectivement de maintenanciers, mais ça touche aussi les opérateurs de saisie, les opérateurs sur les sites de production. Et on peut aller effectivement jusqu'à toutes les activités d'ordre administratif. C'est ça. Et alors, si on devait retenir les deux, trois grandes révolutions industrielles, numériques, qui sont en train de toucher l'entreprise en ce moment, c'est quoi les plus importantes, la base? La première base, on en a parlé tout à l'heure, c'est le cloud. Ouais, le cloud, c'est vraiment le socle fondamental pour pouvoir passer vers le digital, dans la mesure où ça donne trois fonctions principales. Le fait de pouvoir accéder à ces informations n'importe où et n'importe quand via Internet. Donc ça nécessite aussi d'avoir des vecteurs, donc d'autres types d'outils tels qu'on pourra aborder tout à l'heure, liés à la mobilité ou liés à l'Internet des objets dont on parlait précédemment. Si on parle de la recherche et développement, par exemple, comment est-ce qu'un secteur comme la recherche et développement, disons dans le monde automobile, par exemple, on ne fabrique pas une voiture, on ne conçoit pas une voiture comme on le faisait il y a 10 ou 15 ans. Il y a des outils numériques qui sont en train de tout changer, encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut citer, par exemple? Alors, à titre d'exemple, il y a une évolution. On utilise tous les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux, ce sont des outils de collaboration où les gens échangent sur des sujets, se donnent de l'information. Au niveau de l'entreprise, cela se traduit effectivement par des outils collaboratifs qui permettent à un ensemble d'individus, donc des chercheurs, des partenaires d'une entreprise, de travailler ensemble, quel que soit leur site, qui sont complètement délocalisés dans plusieurs pays, mais aussi d'intégrer dans une communauté un petit peu plus large aussi leurs partenaires sous-traitants. Dans le cadre de la construction automobile, vous allez avoir vos équipes de R&D qui vont travailler sur la conception des protos, ensuite sur les différentes fonctions que vous allez intégrer dans votre véhicule, et travailler effectivement avec vos différents fournisseurs qui vont travailler soit sur les pneumatiques, soit sur les textiles, soit sur les habillages. Et on peut être à des endroits différents du monde. À des endroits différents du monde et travailler en même temps. L'autre avantage qui est extrêmement important, comme on le disait tout à l'heure, il y a plusieurs générations qui se fréquentent, y compris dans le monde du digital. Cela permet aussi à une très large communauté de pouvoir bénéficier d'une expertise rare qui peut être totalement délocalisée à plusieurs milliers de kilomètres. Ça, c'est une vraie différence, une vraie rupture, notamment en termes de mode et modalités de travail. Il y a aussi alors, une autre révolution industrielle, et on aura l'occasion de revenir plus longuement dessus tout à l'heure avec Intel notamment, c'est celle de l'Internet des objets. Là aussi, il y a tout un chapitre à faire autour de ça, mais qu'est-ce que ça change fondamentalement aujourd'hui dans l'entreprise ? En fait, l'Internet des objets a une particularité qui lui est propre, c'est qu'en fait, elle relie le monde physique au monde virtuel. Donc avec de la transmission d'informations que l'on peut avoir. On a plusieurs typologies d'objets. Je pense que certaines personnes doivent par exemple faire du footing, donc avoir des montres connectées sur lesquelles ils regardent leurs performances. Dans le monde de l'entreprise, ça peut être par exemple dans le cadre des Google Glass, dont on parle assez souvent, couplé avec de la réalité augmentée. Vous pouvez avoir des logisticiens qui peuvent avoir par exemple leurs chemins qui sont pré-tracés entre les différents emplacements pour aller chercher les articles, les produits qui ont été commandés par les clients pour pouvoir les mettre et les sortir de stock, pour pouvoir les envoyer et les livrer. Donc on a les informations numériques qui s'affichent directement en fait à notre champ de vision réel, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Vous pouvez avoir aussi d'autres cas de figure. Il y a un grand constructeur automobile qui est en train de déployer en pilote justement la possibilité, au travers de ce type d'outils de Google Glass, de pouvoir transmettre des informations de premier niveau en termes d'intervention et de réparation sur ces différents véhicules. Il y trouve un triple avantage, le fait d'avoir un réseau pour pouvoir servir ses clients qui devient mondial. Il n'y a plus que son réseau en titre de marque propre. Ça permet aussi de faire monter en compétence les personnes beaucoup plus rapidement avec des sortes de tutoriels. Et cela permet aussi d'avoir une capacité de réagir aux moindres besoins beaucoup plus rapidement. Un time to market qui est beaucoup plus grand, notamment en termes de mise à disposition d'informations complémentaires.
Alors après, il y a toute la question, on voit bien hein, tous ces outils technologiques qui sont en train d'arriver dans l'entreprise, qui sont en train de bouleverser les habitudes, c'est la question de leur réception au sein de l'entreprise. Tout changement génère de l'anxiété, et on sait que si les jeunes salariés ont été baignés là-dedans depuis tout petit, c'est ce que disait Mark Hurd tout à l'heure, on arrive à des entreprises où aujourd'hui, des jeunes gens qui sortent de l'université ou de grandes écoles à 24 ans se retrouvent à travailler avec des gens qui ont 60-65 ans. Comment est-ce qu'on fait cohabiter ces deux mondes-là et comment est-ce qu'on convainc les plus anciens, ou pas forcément les plus anciens, mais les plus réticents aux technologies, d'adopter ces outils-là? Vous avez utilisé le mot, en fait, c'est le facteur humain qu'il faut mettre au centre de la démarche et de cette transition digitale, dans la mesure où vous allez avoir plusieurs générations qui vont se fréquenter. Il faut mettre les gens dans une situation où ils sont en situation d'apprentissage permanent, leur permettant effectivement de monter en compétence sur ces nouveaux outils et surtout sur les nouveaux services qu'ils vont pouvoir délivrer à travers ces derniers. Donc typiquement, vous prenez les outils collaboratifs, quel que soit votre âge, c'est votre niveau de compétence qui compte. Ouais. Mais Dany, on est français, on râle. On râle tout le temps. On râle tout le temps. Non mais voilà, donc il y a des nouveaux outils, on dit mais à quoi ça va me servir? Je travaillais mieux avant. J'ai pas besoin de ce truc-là, le cloud, quoi, mais ça sert à rien. Comment est-ce qu'on convainc toute une partie de la population de passer à ces outils-là, de les utiliser? Je répondrai de deux manières. La première manière, c'est que c'est un mouvement de fond, c'est quelque chose qui arrive. Jacques Attali en parlait en tout début de journée. Par exemple, le marché africain qui va doubler de population, Internet via le mobile est le premier moyen d'accès. La deuxième chose, c'est que d'ici 2017, vous allez avoir quelque chose comme 97% de la population qui sera équipée et plus de 30% équipée de smartphones. C'est une étude que Deloitte a sortie tout début 2015. Et les actes d'achat se font déjà via ces supports. C'est quelque chose qui arrive avec des marchés. C'est le sens de l'histoire. Donc le fait de s'y adapter est une nécessité impérative. L'autre avantage qu'on peut y trouver, c'est qu'effectivement, ce sont des fonctions et des nouveaux services qui intègrent complètement la possibilité de faire apprendre. Ce sont des technologies qui intègrent et qui embarquent l'auto-apprentissage, justement avec des modules de formation qui permettent de monter sur ces technologies assez facilement. Il y a une dernière lame de fond technologique, on en a abordé beaucoup, hein, je suis désolé, c'est un petit peu dispersé, mais il y a beaucoup de sujets à aborder, c'est la robotique, l'arrivée des robots dans l'entreprise. Alors la robotique... Grand sujet, grand fantasme. Grand sujet, grand fantasme, c'est ça, justement c'était le fantasme qui m'intéressait, c'est-à-dire cette idée que finalement la robotique va détruire... Je ne sais plus quel pourcentage d'emplois dans les années qui viennent. Enfin, il y a des chiffres assez extraordinaires qui circulent. L'expression d'un chef d'entreprise qui est venu nous voir sur BFM Business l'autre jour qui disait à terme, ce sera une usine avec un homme et un chien, l'homme pour nourrir le chien et le chien pour surveiller que l'homme fasse pas bidouille pas la machine. C'est un peu ça. Le fantasme, en tout cas, c'est ça. La réalité, c'est quoi? La réalité, de toute manière, va se faire en plusieurs étapes. La première chose, c'est qu'en fait, la robotique, ou plus communément appelée cobotique aussi, avec la partie connexion, avec tout ce qui est Internet des objets, c'est dans un premier temps le fait de pouvoir améliorer les capacités naturelles de l'homme par rapport à certains travaux, notamment difficiles. Vous pouvez avoir le fait, je vais prendre un exemple assez simple, les exosquelettes qui sont utilisés justement pour les manutentionnaires. J'en ai testé un la semaine dernière, figurez-vous. Alors, votre retour par rapport à cela? C'est extraordinaire. Donc on a cette espèce de grosse machine, là, ces gros bras mécaniques sur le corps, et on vous met un énorme poids sur les bras et vous sentez rien, vous portez ça comme 25 kilos, comme si vous portiez un smartphone dans les mains. C'est assez dingue. Et si on reprend les chiffres de Mark Hurd tout à l'heure en disant que 3 générations de personnes vont pouvoir travailler sur les mêmes sites, c'est-à-dire que tous ces travaux de force en fait, pourront être faits par énormément de personnes. Donc c'est-à-dire que les niveaux de qualification ne seront pas obligatoirement, nécessairement très élevés et pourront être accompagnés. Ensuite, vous pouvez avoir d'autres typologies de robots. On en a dans cette salle, je pense que certains doivent en avoir sur la partie domestique. Tout par exemple les robots aspirateurs, qui répondent à peu près à 90% des fonctions dont on a besoin et qui permettent effectivement de gérer des activités relativement simples. Donc vous allez avoir plutôt une démarche petit à petit du monde industriel vers le monde domestique, du monde domestique de plus en plus vers le monde de l'éducation et du monde de la santé. Il y a beaucoup d'entreprises, notamment innovantes, qui travaillent sur les textiles intelligents, qui permettent de capter par exemple votre état de santé, votre état de fatigue, et qui vous permettent effectivement d'être monitoré
et tel qu'on pourrait le voir très rapidement dans des CHU. Et qui vont même mesurer potentiellement le niveau de pénibilité d'une tâche. C'est aussi Tout ça. à fait. Il y a des startups françaises, notamment Citizen Science, qui travaillent sur des t-shirts connectés comme ça, avec tout un tas de capteurs intelligents. On va en parler de tout ça, des wearables tout à l'heure. Là encore avec Intel un peu plus largement. On a quasiment terminé, Dany. C'est encore une fois, moi ce sur quoi je voulais insister, c'était ça. C'était le fantasme finalement de la machine qui va remplacer l'homme. Non, on va avoir une collaboration plutôt en réalité entre l'homme et la machine. Voilà. Tout à fait, une collaboration entre les deux et un déploiement qui va se faire petit à petit. Petit à petit, parfait. Merci beaucoup. Merci Dany.